fait, et du coup on va passer directement au pitch. Donc 5 minutes par personne. Je serai le relou de service once again. Après les 5 minutes, de toute façon, s'il y a des choses dont vous n'arrivez pas à parler, c'est pas grave, il y a des questions. Et donc voilà, allez à l'essentiel. Et on commence donc par le projet pour en finir avec Nantes en Bretagne. Là. Donc nous vous présentons cette grande opération, hein, définitivement... Ah pardon. Donc c'est en fait une grande opération pour en finir avec Nantes en Bretagne. Nous avons perdu Philippe et son storytelling, mais on est vraiment reparti, donc on n'a toujours rien. Ça chauffe, d'accord. Et en fait, on est vraiment là reparti sur ce qu'il est venu nous raconter. C'est-à-dire que son objectif, c'est effectivement de prendre cette question comme étant finalement un prétexte pour parler de la question de l'identité d'une façon plus générale. Et est-ce que l'identité culturelle doit être finalement une question aussi complexe et parfois mêlée d'agressivité? Donc, je continue, je meuble. L'idée était donc en fait d'interpeller résolument les citoyens, parce qu'en fait, ils ne l'ont jamais été directement. Il n'y a pas eu de référendum, hein, c'est souvent une question qui revient, mais il n'y a pas eu de référendum officiel. Et donc de dire, finalement, par rapport à cette question qui dure depuis la nuit des temps, qui revient de façon récurrente, et entre nous qui saoule un peu tout le monde parfois, pour finir avec Nantes en Bretagne, à vous de jouer. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer, d'être dans une opération très collaborative. Ce qu'on vous présente ici rapidement, c'est l'interface principale, qui est un blog en fait, et qui va permettre aux gens vraiment d'entrer dans cette opération directement. Alors d'abord en étant interpellé, tout simplement, alors oui, pardon, il y aura d'abord un petit quiz, hein, pour rentrer d'une façon très ludique, hein, parce qu'on l'a vu, c'est un sujet qui interpelle, parfois il y a un peu de d'agressivité, donc on rentre dans le sujet de façon très ludique. Si tu veux montrer l'interface graphique trouvée par Julien, donc du pariteur, hein, qui est là sur la parité, donc évidemment on est sur un sujet radicalement différent, hein, mais voilà, plus nantais, plus breton, voilà, hein, on va mettre en fait dans ce contexte-là les futurs joueurs. Et donc l'idée est aussi que tout de suite, hein, ils puissent être interpellés par Philippe, hein, qui raconte son histoire et en fait pourquoi il a voulu monter cette opération. Hein, donc voilà l'expérience de l'utilisateur. Donc il se retrouve sur l'écran, hein, donc ça c'est l'écran de son ordinateur. Tout de suite, eh bien, il y a Philippe qui est là, qui nous a quittés, hein, mais qui est justement... il avait autre honte. Donc Philippe qui est au milieu de ce fameux stade, hein, de la Beaujoire, là où le journaliste lui pose cette fameuse question, mais alors doit-on dire derby breton ou derby de l'Ouest? Donc on l'a plein pot... voilà, donc il raconte cette histoire absolument qui dit, mais enfin, on en est toujours là avec cette sempiternelle question. Et donc, je vous invite à jouer, à vous de jouer, hein, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, tout de suite, on va proposer un quiz basé sur 10 questions. Donc un quiz, voilà, c'est assez light et tout. C'est vraiment le prétexte en fait à rentrer et surtout à interpeller les gens sur ces questions d'identité culturelle. Pourquoi ça a créé tant de passion, d'animosité, et surtout, on va le voir par la suite, d'être un lieu de collecte en fait, hein, de témoignages et de tous les gens qui auront envie de se prononcer ou de donner un avis ou de partager des documents sur ce sujet. Et bien que cette plateforme blog puisse être un réceptacle, une convergence, hein, de toutes ces informations. Donc voilà, vous avez les questions. Alors est-ce que je suis plutôt éléphant que château, hein, pour moi, le symbole de Nantes, c'est plutôt l'éléphant que château. Un autre exemple, hein, quelle musique incarne mieux l'esprit de la ville? Triane, C2C, Dominica, Elmer Footbeat, etc. Tagadac. L'idée étant à la fin de se dire, finalement, est-ce que je suis plus breton, que je me considère plus comme un Nantais? On a donc ce profil qui se décide. Mais est-ce que finalement, tout ça est si important? Ce qui est important, c'est vrai que ce sont les notions d'identité culturelle. En discutant entre nous, on s'est tous aperçus qu'au-delà d'être breton ou nantais, on pouvait bien sûr regrouper un certain nombre d'autres identités culturelles. Et donc c'est là qu'on arrive sur l'interface de cette... vraiment de collecte et de base de données, de contenu, avec alors oui, j'ai pas parlé du célèbre breton maton que tout le monde va découvrir bientôt. Hein, donc on est transmédia, pardon. On est transmédia au sens où donc on a cette plateforme web,
on a parlé des radios, on a gardé le support radio comme étant un espace justement de collecte, de témoignages, de débats, de forums, qui pourrait être bien sûr retrouvé ici sur le site, et puis d'installer dans la ville au moment du lancement de l'opération un photomaton appelé donc Bretomaton, où en tout cas les Nantais pourraient venir justement s'exprimer sur le sujet, et donc avec un certain nombre de témoignages que nous retrouverons dans l'espace collecte ici, et partenariat ensuite avec les universitaires, les historiens, etc., pour la partie extrêmement pointue des témoignages que l'on peut retrouver sur cette question. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, il va falloir venir plus proche du micro parce que c'est même pas moi qui vais y répondre. Donc. Sur le résultat, on a un résultat par rapport à... On n'a pas un résultat dans l'absolu, donc on va avoir un résultat par rapport à des bases de données existantes éventuellement, par rapport à l'ensemble des personnes qui ont contribué, pour savoir comment... Notamment, il y avait une question qui est glissée au milieu pour savoir d'où viennent les gens, donc avec un Google Maps, etc. Et donc, le truc important et décisif par rapport à ça, c'est que par rapport à l'identité, on n'a pas de réponse. C'est les personnes, c'est le à vous de jouer, c'est votre réponse, c'est vous qui allez vous donner votre réponse. Et vous allez éventuellement juste vous comparer avec l'ensemble des gens qui ont contribué, mais on n'est pas là, le site il n'est pas là, ni la partie radio pour donner la réponse. C'est bien ça la philosophie de l'affaire. La question essentielle, c'est celle-là. Est-ce que Nantes est en Bretagne? Est-ce qu'on est breton quand on est nantais? Est-ce que voilà, c'est celle-là qui revient en permanence. Et c'est vrai que compte tenu du temps qui nous était imparti, on s'est dit on va rester bien focalisé sur notre population nantaise, ça va être plus simple. Pour autant, j'entends tout à fait effectivement votre remarque, et on pourrait même imaginer qu'il y ait des systèmes de photomatons où on puisse se parler entre Rennais et Nantais, comme il y a des dispositifs comme ça par système transmédia. Enfin bon, et donc de créer des espèces de tribunes comme en Angleterre, où finalement quand les gens ont un truc à dire, ils montent sur une boîte et ils disent voilà mon avis et je le partage. On n'a pas encore ce type de culture en France, mais ça pourrait être intéressant effectivement qu'il y ait des lieux comme ça d'échange entre villes sur des sujets d'identité, et qui puissent être appropriés de façon très simple par les habitants. C'est au contraire. Au contraire, tout est fait pour déminer ça. C'est bien l'idée que les gens vont se poser des questions via le quiz, via les réponses et leur comparaison avec d'autres personnes. Puis après, en allant chercher dans l'information qui est stockée ici, l'idée c'est que voilà, c'est à chacun de s'évaluer son identité et de savoir sur quelle échelle, au niveau de la ville, au niveau d'une région, quelle partie d'identité il veut lui se donner. Et c'est pour déminer justement la partie du... Alors on n'a pas pour entrer dans le détail, si on a le temps, je ne sais pas. Chaque question est en fait, je suis passée très vite là-dessus, mais en fait, il y a un appel par un petit sketch en fait. Et le système narratif, c'est qu'en fait, on a des mises en scène réelles de situations où la question se pose. Clara, qui était avec nous, disait bah oui, moi je suis rennaise. Quand j'ai dit on a passé une soirée, on était au bar. Quand j'ai dit ah bah je vais faire mes études à Nantes, ah tu quittes la Bretagne, etc. Donc on souhaite en fait introduire chaque question par des petits sketchs comme ça, très très courts, très ludiques, etc. Mais qui viennent justement un peu déminer ça. C'est-à-dire qu'on est clairement, on dit là c'est pas un espace politique, c'est pas un espace militant, c'est un espace de citoyenneté très ouvert.
hein. Et on choisit l'entrée ludique en fait, hein, pour rester sur ce mode-là. Je ne sais pas si ça peut après. Si vous voulez pas vous voir, vous mettez comme ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un groupe qui veut passer maintenant? Bon, très bien. Vous avez des slides, des machins, des trucs? Ok. Bon, on va débrancher celui-là alors. Et j'ai oublié de dire un truc. Dans vos 5 minutes, quand je lève le bras, ça veut dire qu'il reste 1 minute. Ok, comme ça m'évite de gueuler et de vous interrompre. J'en profite pour meubler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en profite. Je gueule dans le micro, en plus c'est ridicule parce que ça fait pas parler plus fort. J'en profite pour faire passer des messages de service. Je vais essayer de meubler à chaque fois comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, s'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez développés là, il y a un appel à projet en ce moment des Cross Video Days. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se finit dans une dizaine de jours. Okay. Nous, avec Storycode, on est partenaire des Cross Video Days. D'ailleurs, vous pouvez avoir une réduction sur la CRED si vous êtes adhérent de Storycode, etc. Ça, c'est un détail, mais en tout cas, ce qui peut être cool aussi, c'est de proposer des projets aux Cross Video Days. Il y aura un workshop au Cross Video Days, probablement qu'on l'organisera nous, en partenariat avec Tribeca Film Festival et les Cross Video Days. Donc, pareil, ça peut être le genre de truc assez cool que vous pouvez venir faire. Anyway, c'est bon, j'ai assez meublé, à vous. Merci. Bonsoir chers financeurs, on va passer tout à l'heure. Je passe micro. Voilà, je voulais vous présenter un projet d'une équipe pluridisciplinaire et talentueuse. Donc c'est 7 îles, 7 expos, 7 auteurs qui vont révéler les îles, les liens et révéler les Iliens. Il s'agit durant 7 jours d'une équipe d'auteurs en immersion suit en direct les coulisses de la mise en place d'une exposition collective réalisée par des Iliens des 7 îles du Ponant. On voit rien? Que je me rapproche? Ah d'accord. Donc en direct les coulisses, parce que là, en direct les coulisses de la mise en place d'une exposition collective réalisée par les Iliens eux-mêmes. Chacun, on a choisi ça, chacun doit apporter et raconter un objet cristallisant son lien avec l'île. C'est un prétexte, donc ça va être un prétexte pour un long direct journalistique et artistique, de journalisme et de création. Un prétexte pour rencontrer les Iliens, raconter leur histoire, leur île, leur culture, leur mode de vie, leurs us et coutumes, montrer les communautés, retracer les liens entre eux sur un site web de storytelling comportant des portraits, interviews, films, galeries photos, sons, dessins, carnets. Site sur lequel l'internaute pourra également interagir durant le déroulement de la semaine. Et le point d'orgue et final de la semaine sera le tournage. Les Iliens vont venir l'avant-dernier jour ou le dernier jour présenter leur objet à la caméra. Le tournage sera fait de cet événement-là, parce qu'il y aura un making-of sur un DVD plus tard, et il y aura le vernissage avec la fête, le lien qui a été créé autour de l'événement collectif, et puis les rencontres avec le scénographe, etc. pour l'expo. Donc le site, on va passer sur... Il y a un site, un modèle de site qui s'appelle Snowfall, qui est du long format à l'américaine, là, de récit. Donc on s'inspire de ça. C'est du long récit où tous les formats sont intégrés, hein, dans un même page web par chapitre. Donc nous on aura ça, on aura des sujets parallaxes, hein, avec toutes les digressions possibles, les ajouts, les portraits. Alors il y a un schéma. Ronan, quelqu'un veut expliquer? Ça garde des traces, pardon. L'idée, c'est qu'il y ait plusieurs entrées, effectivement. Au-delà de cet exemple de Snowfall, c'est qu'on puisse rentrer par les portraits des gens qui vont participer à l'expo et qui vont amener des objets, qu'il y ait des entrées aussi par les objets, qui permettent du coup de découvrir un peu mieux les gens qui sont derrière chaque objet. Et puis aussi qu'on puisse géolocaliser chaque personne qui soit participante à cette expo
Et puis, bien entendu, une timeline jour par jour du déroulé, de la mise en place de cette exposition. Et puis ensuite, donc, une structure plus type blogging qui racontera donc avec des reportages chaque jour l'actualité et puis surtout d'abord des portraits au tout départ, et puis ensuite l'actualité de la mise en place de cette scénographie qui durera après tout l'été, enfin pour une île en tout cas donnée, et puis ensuite pour une deuxième. Responsive, c'est-à-dire qu'on peut le lire, et c'est surtout aussi fait pour comme du magazine de luxe, de voyage de tablette, sur smartphone, etc. Donc un site avec interface entrée multiple, comme on l'a vu, avec des différentes manières, des tagages, différentes manières de rentrer. Ça peut être aussi même par émotion, fou rire, ou je ne sais pas quoi, un moment insolite, ou un moment grave, ou de mémoire, etc. Voilà, donc comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'avant, on va faire du buzz des réseaux sociaux et on va inciter le public à nous donner par exemple ses contacts. Ils connaissent un super spot à Edic, une mamie incroyable et tout ça. On va inciter le public à nous aider à construire le projet, à prendre nos contacts préliminaires et nos repérages. Et ça nous fera faire le buzz et attirer l'attention sur le site. Après, pendant, donc narration sur le web façon Snowfall, incitation du public toujours à découvrir la vie des Iliens et à interagir, suivant nos partenariats obtenus avant, donc articles, presse écrite, TV, radio pour relayer. C'est-à-dire qu'on peut reprendre certains contenus, des portraits, les réécrire pour Ouest France, les réécrire pour Breton Magazine, faire des sujets radio, des sons, etc. C'est presque fini. Après, restitution auprès des habitants, c'est-à-dire que on va revenir les voir, va revenir les voir et leur montrer quand même ce qui s'est passé et l'ensemble du projet. Et la restitution, ça pourrait être aussi une collection de livres peut-être ou des DVD. Ça dépend des financements, des budgets. Une exposition permanente qui peut rester dans chacune des îles ou qui peut tourner avec un bateau d'île en île. Et on peut même encore raconter ça dans un docu. Voilà. Donc on a besoin d'argent, un peu d'argent. Voilà. Et des partenaires presse. Merci beaucoup. Ça peut être des objets du quotidien, c'est un prétexte aussi pour découvrir derrière les gens qui ont choisi ces objets, hein, bien entendu, et le lien qu'ils ont avec leur île. C'est un événement, oui. Non, aussi. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser aussi 7 journalistes, auteurs, enfin photographes, etc. pendant 7 jours, plus un scénographe. Donc c'était de ramasser au maximum on va dire les capacités de production sur une période de temps assez courte et sur une île donnée, quoi. Mais après, de pouvoir le décliner. Une petite île aussi plus. Enfin, ouais. Alors, Il y a Arte et puis beaucoup de partenaires qui ont financé le webdoc Prison Valley qui vaut une fortune et dont l'équation économique est sans doute discutable. Après, on est
Alors oui, j'entends. Ce que je veux dire, c'est que si on arrive à le financer et qu'on peut continuer, peut-être que ce nouveau type de narration et toutes ces expériences qui sont menées et ces contenus qui vont être produits vont évoluer et se banaliser ou se massifier, j'en sais rien. Il y a quand même une explosion des tablettes et là il y a une explosion des applications de longs récits où on incite même les possesseurs de tablettes à créer leur propre récit et que ça. Donc il y a peut-être un goût, on peut pas savoir encore quoi. Par le contenu. Moi, je pense que ça, en fait, l'exposition amène aussi énormément de choses, notamment d'un point de vue touristique, et elle va forcément contribuer à l'économie locale. Et ce genre de choses peut clairement être financé aussi partiellement par des fondations, par des collectivités locales qui voient un attrait touristique plus important. Donc, je pense que effectivement, ce lien-là est cette chose qui va rester, qui va être durable, et est intéressante et justifie un peu plus les dépenses que juste quelque chose qui reste totalement virtuel. Qui veut passer? C'est quoi la forme? Vous avez du papier, c'est ça? Ok, on va éteindre. Tu nous dis. Alors nous sommes là pour vous parler. Ah, si tout s'écroule. Alors. Ils sont très interactifs. On commence ? Bon. Nous sommes là pour vous parler de notre webdoc qui va s'intituler « Malade de ma jeunesse » ou « Avoir 20 ans en Algérie ». L'objectif est de donner la voix à des jeunes sur le dos desquels pèse une histoire qui, aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, est très mal digérée. Une histoire aussi qui date des années 90 à 2000, qui a été une guerre civile, puisque l'Algérie a fait son printemps arabe avant les autres et qui a fait quand même 350 000 morts à notre connaissance, mais certainement plus. C'est d'ailleurs un argument qu'utilise le pouvoir pour dire aux jeunes, si vous n'êtes pas content, voyez ce qui se passe ailleurs. Donc si vous voulez que ça dégénère et que ça se termine comme ailleurs, voyez ce qu'il faut faire. Donc les jeunes se retrouvent à la croisée des chemins, ne sachant trop où se situer dans cette société dans laquelle ils n'ont pas leur place, ils le disent, et ne sachant trop comment faire, comment en sortir et trouver des solutions. Notre procédé va être de les interpeller sur Facebook. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très présents sur Facebook. C'est d'ailleurs le seul réseau social où on les trouve. Ils arrivent très très timidement sur Twitter, très timidement sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Ils bloguent un tout petit peu, mais il y a quand même une censure malgré tout qui pèse, même si elle est moins importante qu'ailleurs. Donc on va les interpeller sur des thèmes qui sont la liberté, qui sont la religion, qui sont la sexualité, qui sont le travail, l'emploi, qui sont la tradition, parce qu'ils sont en porte-à-faux avec leurs parents par rapport à ça. Et donc on va essayer d'interactiver avec eux. Alors l'idée globale du web documentaire est de donner une voix justement à cette jeunesse qui actuellement n'en a pas. On va créer en fait une page Facebook du web documentaire où le débat va être lancé avec de courtes vidéos, petits extraits sonores un peu provoquants sur les thèmes qui ont été évoqués, qu'Evelyne a évoqué, pour créer des réactions et les amener du coup à aller vers le web documentaire puisqu'ils veulent en savoir plus, forcément. À partir de là, je te donne la parole.
Donc ils auront maintenant deux manières de s'exprimer, de donner leur voix, c'est-à-dire d'un côté ils pourront tout simplement commenter sur Facebook et justement les jeunes Algériens sont très actifs sur Facebook, donc là on aura a priori des réponses et s'ils veulent aller encore plus loin, il y aura une boîte à lettres grâce à laquelle ils pourront communiquer avec l'auteur. Donc ils pourront faire un son sur SoundCloud, ils pourront faire un Vine, on pourra imaginer plein de choses, ils pourront écrire tout simplement une lettre. Et donc grâce à l'animation de la page Facebook avec des thèmes qui vont revenir, par exemple la sexualité, l'emploi, etc., on pourra justement alimenter le web documentaire grâce à ces capsules qui vont être envoyées sur la boîte à lettres que l'auteur va choisir, ensuite intégrer dans le web documentaire, par exemple pendant 1 mois, 2 mois. Et pour faire tout cela, pour faire ce web documentaire, quels sont les besoins? Les besoins, c'est des cerveaux disponibles pour créer ces projets, par exemple un web designer, etc. Des aides, des diffuseurs. Et puis, quel est le futur pour ce web documentaire et demain? En fait, le futur, il est très très lié à ce qui va se passer dans l'histoire, c'est-à-dire le 17 avril, il y aura des élections, comme je vous l'ai dit ce matin, des élections qui se présentent de manière un petit peu chaotique, vu que le président qui risque d'être élu ne peut pas parler, ne peut pas marcher, et qu'on se demande comment il va pouvoir fonctionner. Donc là maintenant va se décider l'avenir, je pense, de ce pays et de cette jeunesse. Donc que va-t-il se passer? Ça va être ça la fin du webdoc, ça va être de laisser une fenêtre ouverte d'ailleurs, qui va peut-être durer 1 mois. Il ne sera pas terminé très rapidement, peut-être pas dans 1 mois, il ne sera peut-être pas terminé dans 2 mois, mais l'idée c'est de laisser une fenêtre ouverte pour voir comment les choses vont évoluer et comment ça va se terminer, parce que je crains malheureusement que ça se termine un peu mal. Donc, et peut-être que le dialogue reprendra d'ailleurs avec ces jeunes une fois les élections passées, donc peut-être qu'on continuera le lien, le contact, la discussion avec eux, et peut-être que le webdoc restera ouvert, ce qui n'est pas plus mal, pourquoi pas. Ce qu'on voulait dire, c'est que c'était un webdoc que l'on voulait très démocratique, puisque en interpellant les jeunes et en les laissant parler, on leur donne un espace de liberté qu'ils n'ont pas chez eux. Et de moins en moins, des journaux ont été fermés ces derniers temps, des journalistes ont été arrêtés. Il y a eu ces derniers temps des moyens d'expression très libres en Algérie, mais vu le contexte politique qui se présente, c'est en train de se réduire. Et je connais des journalistes qui ont été tabassés, qui ont été arrêtés, qui ont été libérés, donc ça se présente plutôt mal. Alors, on va créer une page privée. On va créer une page privée. On va utiliser les gens qu'on connaît déjà, c'est-à-dire leur dire, voilà, on vous connaît, on sait que vous postez régulièrement des choses qui expriment un mal-être, donc venez sur cette page. Les vidéos, les sons, les articles, tout ce qui peut amener à une réaction seront mis sur cette page Facebook privée. Invitez vos amis si vous voulez, en sachant qui vous invitez. Donc on va travailler bien sûr sur une page privée, évidemment. Et quand ce sera utilisé de manière publique, on ne donnera pas les noms. Voilà. Oui, oui, oui. Mais je pars du principe que les élections ayant lieu le 17, la page Facebook va être créée dès ce soir. Dès le 17, on aura déjà beaucoup de choses. Et puis comme la deadline, c'est pas que le 17, ça peut être dans 1 mois. Donc l'intérêt, c'est de savoir ce qu'ils pensaient avant les élections, et qu'ils vont poster, je pense, assez rapidement. Et ce qu'ils pensent après les élections, qu'ils vont poster aussi, je pense, assez rapidement. Tourné. Evelyne a déjà mené un grand nombre d'interviews, fait des photos, des diaporamas sonores qui sont déjà prêts. Alors il y a déjà un fond qui est au moins là, qui peut après, c'est vraiment cette interaction auteur-public qui nous intéresse à travailler et faire évoluer dans ce projet. Il faut savoir par exemple que sur la sexualité, il y a un tabou en raison de la religion, de la tradition, c'est l'homosexualité en Algérie, qui est un tabou énorme. Il se trouve que j'ai réalisé un diaporama sonore que vous pouvez voir sur E89 qui s'appelle Amour interdit, et c'est un diaporama que je vais mettre en ligne bien sûr sur cette page privée, et je vais demander aux jeunes de réagir à ça.
Il y a déjà eu beaucoup de réactions sur le web puisque les journaux l'ont pris, ce truc-là. Mais on va mettre ça. Et je vais mettre le teaser aussi du webdoc qui est un face-à-face entre une fille très punchy qui a une volonté de réussir extraordinaire et un garçon qui dit « Moi, c'est le titre de ce webdoc, je suis malade de ma jeunesse. » Donc ça va être ça, les petits trucs qui vont les faire réagir. Alors, c'est une bonne question parce que quand je les vois s'exprimer librement sur Facebook, des fois je me demande mais est-ce qu'ils ne vont pas trop loin? Il y a souvent des choses qui me font peur. Hein. Les risques, c'est de se faire peut-être admonester, sachant que moi j'ai essayé de photographier avec un réflexe par exemple à Alger, je me suis fait arrêter tout de suite par 3 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un photographe, il y a d'ailleurs une expo à Atlantis il y a une jeune Algérienne qui expose, Lola Kalfa, que je connais bien, d'Annaba. Eh bien, elle ne peut pas travailler avec un réflexe. Personne ne peut travailler avec un réflexe, sauf s'il a une autorisation officielle d'un organe de presse officiel. Ça sera en français. Sachant que c'est vrai que c'est un pays francophone, mais sachant aussi que c'est vrai, il est de moins en moins francophone. Donc il faudra peut-être, ils sont plus anglophones que francophones. Effectivement, envisager de faire des sous-titres, hein, parce que la plupart des documents ne sont pas vidéo, mais photo plus audio. Alors c'est assez facile comme ça de mettre des sous-titres en anglais au-dessous. Et bien sûr, ça peut intéresser un public plus large que les jeunes en Algérie. Les jeunes, les moins jeunes, pareil, partout dans le monde, de parler de ce sujet-là. Et pour pas se perdre, parce que pas tout le monde, moi par exemple, je suis allemande, je connais pas tellement bien l'histoire de l'Algérie. Alors on a pensé à faire une sorte de timeline, non pas vraiment une timeline, mais une possibilité de se placer dans l'histoire, qui est par le principe du rich media, quand on a besoin d'avoir l'accès à ces documentaires qui sont je pense des petites vidéos que vous avez ramassées et comme ça on les archive et comme ça on peut se situer et comprendre le contexte historique aussi autour. Voilà. De rien. Qui veut passer? Ah bah voilà. Séquence papier. Bien, donc je vais vous rappeler le pitch de départ. Donc le projet c'est séquence de la structure OHNK. Donc l'idée c'est d'attirer des nouveaux spectateurs au cinéma en utilisant le principe du bouche à oreille. Et pour ça, c'est donc de créer une séquence où on demande à quelqu'un qui n'est pas critique de parler d'un film qu'il a vu. Donc le film n'est pas encore sorti, va sortir. Et l'idée donc c'est d'attirer des nouveaux spectateurs à travers cette nouvelle approche. Alors pour vous rendre ce projet-là concret, on est parti sur l'idée d'un personnage qui s'appellerait Ronan. Il peut être nantais bretonnant, c'est possible. Et donc on imagine que c'est quelqu'un qui a déjà une petite base de curiosité. Et donc on l'a mis chez lui. Et il vient voir une exposition et en sortant de l'exposition, il va boire un verre. Et chez lui, il va trouver le programme du 14A ou les petits journaux Week, des choses comme ça, ou plus spécifiquement une carte postale qui serait éditée spécifiquement pour séquence. Et à partir de là, avec son smartphone, il va pouvoir, à travers comment ça s'appelle déjà ? Un QR code, il va pouvoir accéder directement à un premier site. Et où là, il va accéder directement au principe de séquence. Donc Ronan accède à l'application sur son smartphone, séquence mobile, et il est géolocalisé par l'appli. On lui propose en fait trois films assez surprenants, assez indépendants, dont un qui attire son attention. Le titre c'est Les Amants électriques. Et en se rendant sur la fiche de ce film, il est capable de visualiser une petite vidéo qui est assez surprenante, puisqu'en fait c'est une interview d'une artiste performeuse qui s'appelle Sœur Alice,
qui lui présente le film d'une manière extrêmement originale sur un format d'1 minute. Donc c'est une interview qui est accompagnée également d'un petit texte, de quelques photos, mais le tout lui présentant un regard vraiment décalé par rapport à ce film, qui dénote par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir, les chroniques un petit peu plates d'Allociné, et qui vraiment joue un rôle d'appel par rapport à ce film. Assez rapidement, il est emballé. Il est capable, grâce à l'appli, de partager en tout cas cette fiche-là avec plusieurs amis. Par le biais d'un lien, il est capable également d'aller sur le site internet de la salle vers laquelle on l'a renvoyé et il achète sa place. Donc ça, c'était à 14h et quelques heures plus tard, il se retrouve dans la salle de cinéma pour partager ce film avec a priori lui-même, mais aussi 2-3 amis qu'il a réussi à ramasser via les réseaux sociaux ou en leur demandant de venir, mais aussi en partageant grâce à l'appli tout à l'heure ce moment qui explique en gros qu'il va aller voir ce film assez simplement et qu'il a acheté une place pour ce film. Et donc il se retrouve avec ses amis en salle, et là donc la salle étant a priori partenaire du programme, lui propose une autre séquence puisque le but de séquence est toujours de faire découvrir des films et des films pour encourager les gens à découvrir des nouveaux films. Donc là, il tombe sur une autre séquence qui est plutôt sur la planète des singes, vue par un anthropologue ou par quelqu'un comme ça qui s'intéresse au monde des singes. Et sur le grand écran, là, il découvre une séquence qui est plutôt de l'ordre de 3 minutes, donc plus longue que ce qu'on a sur le mobile, qui était plus adapté à une lecture rapide et découpé pour être adapté au mobile. Là, on est sur quelque chose de plus qualitatif, de plus grand et visible sur grand écran. Et a priori, à la fin de la séquence, il a quelques hashtags, quelques liens qui lui permettent de partager aussi cette expérience et de dire qu'il a vu quelque chose d'intéressant et de garder dans sa mémoire que quelques temps plus tard, il y a ce film à découvrir. Donc il voit le film tranquillement et il rentre chez lui. Donc après le film, il est allé boire un verre, il a pu partager, discuter avec ses amis du film. Mais une fois rentré chez lui à 22h, il se dit quand même, c'était super, ce réalisateur que je ne connaissais pas, là, Bill Plympton. Donc il va sur le site de l'application. Hein, et là, en fait, on lui propose le premier court-métrage, tous les autres films en VOD de ce réalisateur, mais aussi des analyses, des extraits. Il a toute une possibilité d'enrichissement et d'approfondissement de ce qui... du film qu'il a vu. Et puis sur le site, il a aussi d'autres propositions de d'autres séquences, soit qui sont passées avant, soit de séquences et de films qui vont venir dans les prochaines semaines. Voilà, ça lui permet d'aller plus loin, donc d'avoir des analyses et de voir les making-of des différents films. Voilà. Donc Ronan a passé une super soirée. Voilà, et encore une fois, on peut bien sûr entrer donc ça c'est un scénario où le personnage fait toute une journée, mais on peut rentrer à différents endroits du site et repartir dans d'autres scénarios pour toujours aller en salle, découvrir des films et faire quelque chose d'assez fluide comme ça. En même temps, est-ce qu'on connaît une autre solution de proposer, autre que l'adresse qui est de toute façon affichée sous le QR code, mais est-ce qu'on a une autre solution de partage de liens dans l'espace public pour le moment? Ouais. On est parti de l'hypothèse que les puces NFC s'étaient démocratisées entièrement et qu'on avait tous des smartphones compatibles. Voilà, c'est... Non, c'est des professionnels de grande qualité qui filment des artistes pour... Comment on les finance, ces séquences? Et du coup, on s'est arrêté là sur le modèle économique parce que...
Pour répondre juste rapidement sur le modèle, l'idée c'est de valoriser la visibilité en salle, de valoriser effectivement ce qu'on peut connaître des spectateurs, leur goût, etc. De peut-être aller chercher aussi du côté du partage de ces contenus qui sont créés, qui peuvent être réutilisés par des sites de presse ou par d'autres magazines qui ont envie de contenu éditorialisé autour de certains films. Non, du coup, l'idée c'est de rester vraiment indépendant du distributeur pour pas que ce soit de la com, mais bien un regard indépendant sur le cinéma qui nous. Voilà. On disait que sur le site, il y aurait justement un espace spécifique pour les gens qui ont vu le film et qui peuvent donner leur point de vue aussi. Bon, là, c'est pas un truc qu'on n'a pas. On était déjà dans cette idée-là, quoi. L'idée en fait c'est de trouver les différents moyens de vraiment attirer des gens vers quelque chose qui a priori est pas si facile que ça à voir, hein. Des films particuliers, des choses comme ça qui sont, c'est un principe de niche en fait, voilà. Mais d'essayer d'ouvrir ce truc-là, quoi. Plutôt qu'il y ait 10 personnes dans la salle, c'est qu'il y en ait 15 ou 20, et surtout d'amener la curiosité des gens sur des choses qui sont pas si évidentes, voilà. C'est un peu ça le truc. Un peu des principes des avions, c'est-à-dire que dans des avions tu vends des places au tarif plein et puis il te reste toujours des sièges vides. Donc l'idée c'est peut-être de construire quelque chose avec l'éditeur là et qui en fait dans son système achète, soit préachète et ramène en fait du public sur un tarif réduit. C'est-à-dire que ces clients-là ils ont automatiquement le tarif réduit parce qu'ils sont venus par recommandation du site. Mais bon, on a abordé plusieurs choses, puis on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on se perde. Mais il y a des idées quand même en termes économiques sur... Mais la force du projet, c'est vraiment la valeur éditoriale, quoi. Ça veut dire la qualité du contenu, quoi. En fait, on se dit quelque part, il y a de la valeur certainement il y a de la valeur qui est créée par le positionnement éditorial et il y a un écosystème de partenaires à constituer parce qu'on se dit que c'est complémentaire aujourd'hui de sites de critique, de magazines de critique, c'est complémentaire de ce que peuvent faire des plateformes comme Allociné. Ça peut être complémentaire également et puis c'est en synergie avec des exploitants qui aujourd'hui, dont la principale problématique c'est attirer en tout cas des spectateurs, des nouveaux spectateurs sur des films qui sont très difficiles d'accès, qui sont confidentiels. Donc on dit quelque part dans cet écosystème-là, il y a énormément de partenaires à toucher et qu'il y a un modèle économique à trouver, mais qu'il y a beaucoup de synergies qui sont possibles, quoi, en tout cas. Ouais, sur les commentaires, c'est vrai que moi j'ai une vision, je me dis que le spectateur peut plutôt être réservé sur les réseaux sociaux à animer une communauté et à créer, à partager, etc. Les commentaires de spectateurs, personnellement, je ne les regarde pas toujours, voire je ne les regarde jamais. On est plus sur un travail éditorialisé pour offrir un modèle de regard, de montrer qu'on peut regarder les films de manière un peu, même si on n'est pas spécialiste et critique de cinéma, on peut regarder un film de manière un peu détaillée et le faire bien. Mais c'est vrai que toute notre qualité, c'est de proposer quelque chose de très éditorialisé, encore une fois. Donc, de limiter un petit peu les commentaires de j'aime pas pour aller vers quelque chose donc si on fait des commentaires ce sera plutôt en les triant, en essayant de mettre en avant certains blogueurs qui sont intéressants, qui ont un regard sur un réalisateur et de travailler ça aussi de la même qualité que ce qu'on essaie de faire pour les vidéos, quoi. Alors il nous reste qui? Les Ukrainiens et les anticipateurs. Qui veut passer? Les Ukrainiens? Ouais, juste parce que vous allez peut-être partir prendre un train très rapidement juste après les pitchs. C'était pour vous dire de nous faire un retour sur cette journée, ce que ça vous a apporté, s'il y a des idées nouvelles par rapport au projet que vous avez amené, un retour critique sur ce qu'il faudrait ajouter. Voilà, on l'a proposé sur une journée parce qu'on sait que c'est pas facile de prendre tout un week-end. Mais voilà, toutes vos suggestions, elles sont les bienvenues, qu'on puisse construire ensemble le prochain rendez-vous. Voilà, je voulais dire ça en attendant que Bastien s'installe.
Oui, ouais. Alors les pitchs, l'idée c'est on a ouvert une page Facebook sur Storycode pour le moment. Il y a un site storycode.org qui est le site international qui est en anglais sur lequel on communique plus sur les événements. Et après je pense qu'on va utiliser la page Facebook, mettre les liens, voilà. Et qu'on puisse aussi, on va vous renvoyer aussi la liste de tous les participants avec les contacts, parce que l'idée c'est aussi la mise en réseau, donc. En vous disant si les uns les autres sont bretons ou pas. Il a une mouline, je sais pas en fait. T'as moyen de. Je sais pas utiliser un Mac, du coup il y a moyen de. Je cherche un PDF. Non, vous le cherchez un PDF, mais tu vois, il a pas de. Ok, rebonjour à tous. On va vous reparler un peu de Yanukovych et de notre projet d'enquête citoyenne collaborative. Donc vous avez tous vu ces images de la place Maïdan, des militants ukrainiens qui se sont soulevés, qui ont commencé une révolution pacifique et qui a un peu tourné violente sur les derniers moments. Et tout ça pour renvoyer cet homme du pouvoir, Viktor Yanukovych, à la tête d'un gouvernement qui était corrompu, lui-même corrompu, et qui avait cette splendide demeure, cette splendide datcha payée aux frais du contribuable, et qui a notamment été le théâtre d'une scène assez intéressante, parce que lorsque Yanukovych a quitté le pays, il s'est empressé de jeter tous ses documents dans le lac derrière la maison pour essayer de se débarrasser de preuves. Malheureusement, l'eau, c'est pas aussi efficace que le feu, et les militants ukrainiens qui ont pris possession de la maison ont été capables de récupérer ces documents, de les sécher, de les scanner et de les mettre en ligne. Et parmi ces documents, on a trouvé à la fois des factures un peu compromettantes, des ordres de virement assez louches. Il y avait également des listings sur les opposants, quelles voitures ils conduisaient, à quelles adresses ils vivent, qui sont leurs proches. Donc vraiment, on va dire des choses pas très très jolies. Et ils ont mis tout ça en ligne sur un site qui s'appelle Yanukovych Leaks, donc qui est à la fois en ukrainien et à la fois en anglais. Et donc les journalistes ont mis en ligne tous ces documents qu'on peut retrouver, mais leur problème aujourd'hui c'est de raconter ces documents, c'est d'offrir une narration qui s'adresse à la fois au grand public, on va dire ukrainien, et également au grand public occidentaux qui n'ont pas forcément connaissance de tous les tenants aboutissants de l'histoire. Donc nous c'est un peu la question à laquelle on a voulu répondre, quelle narration offrir à ces documents qui sont à l'état de données brutes aujourd'hui. Notre réponse, c'est Exposing Yanukovych. C'est une expérience participative de journalisme citoyen où on va mener une investigation collaborative sur qu'est-ce qui s'est passé pendant le mandat de Yanukovych, quelles affaires on peut extraire de ça à partir des documents qui sont récupérés. Donc c'est vraiment une expérience sociale et participative en ligne. Il y a plusieurs étapes dans cette expérience. Première étape, c'est du street marketing. Pourquoi du street marketing? C'est notamment pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a cette expérience qui a été lancée pour vraiment les choquer, les attirer vers notre expérience. La deuxième partie, c'est le Yanoukathon. Ensuite, on a une investigation collaborative et ensuite une exposition qui va être itinérante. Première étape, donc le street marketing. On va mettre des affiches. Par exemple, ça c'est la facture qui a été faite pour des soins à des poissons rouges. Et on a à peu près pour 1 500 € de soins pour les poissons rouges. On peut se dire que c'est un abus d'argent public. Donc on va essayer d'attirer les gens grâce à des affiches un peu comme ça, quelque chose de viral qui sort du web et qui va vraiment s'implémenter dans les rues. Ensuite, on va voir les Yanoukathons ou les Yanoukathons. L'idée, c'est un peu sur le format des hackathons. On va rassembler à la fois des Ukrainiens, des gens de la diaspora ukrainienne dans les différentes grandes villes où ils se sont répartis. Et l'idée, c'est de leur proposer de traduire les documents en anglais. Également de retaper les documents parce qu'aujourd'hui ce sont des PDF, donc en termes de tout ce qu'on appelle le data mining, le data journalisme, etc. c'est difficile à exploiter vu que c'est des PDF, donc comment on en fait des docs Word ou des docs Excel. Donc voilà, préparer vraiment la base de documentation qu'on va exploiter après sur la plateforme collaborative, donc notre site Exposing Yanukovych. Comment ça se passe? Première étape, on propose à l'utilisateur de s'immerger dans la plateforme, de s'immerger vraiment dans le sujet, de découvrir quelle était cette histoire autour de Yanukovych. Donc on peut avoir
au début sur la landing page une petite vidéo qui va raconter justement l'histoire improbable de ces documents et de ces militants ukrainiens qui se jettent dans un lac à 2 ou 3 degrés pour essayer de sauver ces papiers super compromettants. On va également pouvoir consulter un dashboard qui est un peu la vue d'ensemble en fait de où en est aujourd'hui l'investigation. Est-ce qu'on est plutôt au début? Est-ce qu'on est plutôt à la fin? Quelles sont les affaires qui ont été découvertes et qui sont populaires? Quelles affaires ont besoin d'un coup de main parce qu'il n'y a pas assez de monde pour traiter les documents? Donc vraiment on va pouvoir suivre la santé en fait de cette investigation. Et on pourra aussi voir toutes les affaires qui sont en cours, qui sont terminées ou autres. L'idée c'est ensuite de passer en mode contributeur. Je vais enquêter. Je vais contribuer justement à cette enquête collaborative. Donc je peux créer ma propre affaire. Je peux également rejoindre une affaire en cours qui aurait besoin peut-être d'une expertise financière. Et je suis expert comptable, donc ça tombe bien. Peut-être que je vais pouvoir donner mon expertise sur tout ce qui est les montages financiers ou autres. Et l'idée c'est aussi de moi, en tant qu'enquêteur, je peux gérer mes affaires en estimant qu'il y en a certaines qui étaient des fausses pistes, donc je les ai abandonnées. D'autres que, au contraire, j'estime qu'elles sont terminées parce que j'ai fait le tour de la question. Et l'idée, ça va être, voilà, au final, de rejoindre cette enquête, de lier les documents entre eux. Donc, je vais pouvoir lier 2 factures entre elles, un peu à la façon, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux, dans l'imaginaire collectif, les fameux tableaux où on relie des photos ensemble, des documents ensemble, avoir la même chose en ligne sur un outil collaboratif où je peux annoter, je peux faire des liens. Je peux discuter, donc ça peut être aussi une discussion collaborative, comparer des documents ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de dashboard interactif ou d'espace interactif, comme on a vu tout à l'heure avec Raconteur en termes de montage de projet. Et ensuite de formuler une conclusion, de formuler voilà, ça c'était ma démarche, c'est la façon dont j'ai enquêté et voilà ce à quoi je suis arrivé. Et on peut éditer, on peut discuter cette conclusion et l'idée c'est de rassembler toutes ces conclusions ensuite pour faire une synthèse et partager les découvertes qu'il y a eu à l'issue de cette enquête. Donc on fait une synthèse, on va parler de meta-stories, donc quelles sont les grandes histoires transversales à toutes ces micro-affaires, et également quels sont les patterns, quels sont les motifs récurrents qu'on a pu voir en termes de corruption ou autres dans les affaires. Ensuite, on prend toute cette data et on va l'amener dans une exposition itinérante qui va parcourir le monde. Et dans les grandes villes, on va exposer à la fois les vrais documents, exposer les découvertes des citoyens à la façon d'une exposition qu'on pourrait avoir dans un musée. Et donc remontrer les différents trucs comme des datavises, etc. L'ouverture qu'on peut faire là-dessus, c'est que certes, là, on a pris Yanukovych comme point de départ. Donc on a raconté cette histoire, on a raconté cette expérience, mais c'est une plateforme qu'on pourrait utiliser en tant que matrice. Parce que c'est une matrice qui est adaptable à plein de sujets, cette enquête citoyenne. On pourrait parler par exemple de Ben Ali, qui lui aussi a quelques casseroles derrière. On pourrait aussi parler d'exemples un peu plus proches de nous. Ou alors éventuellement vendre aussi cette plateforme à des gens qui ont besoin de créer une expérience marketing, de créer ce qu'on appelle des jeux en réalité alternée par exemple. Typiquement s'il y avait un Batman, tout ce qui se prête en enquête, ça peut être intéressant pour promouvoir un nouveau film ou autre. Donc c'est aussi une ébauche de business model de financer les plateformes et les enquêtes citoyennes sur des sujets qui ne sont pas finançables autrement grâce à des choses un peu plus triviales. Daikuyo. Je sais pas du tout. Là, pour revenir un peu sur la mythologie l'histoire de Yanukovych Leaks, c'est surtout qu'ils sont pas énormément de journalistes à bosser dessus et qu'ils se sont rendus compte à un moment ou à un autre qu'ils pouvaient pas faire le travail eux-mêmes et que c'est peut-être intéressant de l'ouvrir justement aux citoyens. Donc pour ce qui est de la Stasi, j'ai pas trop de réponse. On a vu qu'il y avait un exemple qui a été fait comme ça par les Américains en Irak. Lorsqu'ils ont trouvé plein de documents, ils n'avaient pas assez de traducteurs sur les documents en arabe. Donc ils ont demandé aux Arabes américains de traduire les documents pour eux. Donc un autre exemple de crowdsourcing d'informations. Tout à fait, c'est un risque qui existe. Alors on a des contributeurs qui sont anonymisés.
donc il n'y a pas de risque de pression ou autre. Et en fait, on compense ce risque éventuellement qu'il puisse y avoir des dérives par justement on va dire la surveillance entre pairs, un peu comme sur Wikipédia. Que c'est le nombre en fait qui permet de surveiller, de voir s'il n'y a pas des dérives, et surtout tout ce qui est de l'ordre de la conclusion, lors de la synthèse, ce qui va vraiment ressortir en tant que tel. Et il y a un travail de curation qui est fait par des journalistes. C'est là où on ramène des journalistes parce que le but c'est aussi de leur donner un peu de matériaux pour creuser ensuite, de faire remonter des histoires, et c'est à eux après, on va dire, de les valider entre guillemets ou de pas les valider. Donc il y a quand même, on va dire, des super éditeurs qui vérifient que ce qu'on va mettre en avant c'est pas non plus de la manipulation ou autre. Il y en a 23 500. Facture, listing d'opposants, ordre de virement un peu bizarre, etc. J'ai participé à une conférence en Pologne sur la démocratie dans les pays de l'Est, et il y avait des militants ukrainiens qui étaient là et qui ont présenté justement ce sujet de Yanukovych Leaks, et j'ai pu pas mal discuter avec eux, et c'est là où ils m'ont expliqué leurs problèmes de narration en fait, de toutes ces données qu'ils avaient, mais qui ne savaient pas encore comment ajuster, parce que voilà, il y a encore pas mal d'Ukrainiens qui, mine de rien, s'en fichent complètement de ce qui est en train de se passer, et c'est peut-être un moyen de les accrocher, de les alpaguer dans l'histoire. C'est une de Yanukovych Leaks ou celui-là, ouais, ce serait super que ça se fasse. Il y a beaucoup de alors ça coûte combien, je sais pas. Le plus cher éventuellement effectivement c'est l'outil qui existe déjà. Après, si on veut faire un MVP, donc un prototype minimum, il y a moyen de se baser sur des outils qui existent déjà. Je veux dire, il y a pas mal d'outils collaboratifs, tout ce qui est mind map, etc., qu'on pourrait, on va dire, détourner éventuellement pour au moins faire un prototype et voir si ça marche. L'avantage, c'est que vu qu'on est quand même en train de parler de reconstruire une nation et de reconstruire la réputation d'une nation, c'est un peu plus facile de mobiliser des gens, des militants ukrainiens ou des développeurs ukrainiens qui seraient prêts à donner du temps gratuitement et bénévolement pour monter ce projet, plutôt qu'autre chose. Moi, je vais en faire une synthèse et je vais l'envoyer justement à Gnap, qui est la personne qui s'occupe justement de Yanukovych Leaks, et lui demander son avis là-dessus. Est-ce que ça lui paraît à lui en tant qu'Ukrainien pertinent, ou est-ce qu'on avait vraiment une vision trop occidentale, j'allais dire, de la chose, mais au moins lui proposer l'idée, lui pousser l'idée et voir s'ils s'en saisissent, et si ça part et s'ils sont enthousiastes, ce serait un petit peu con de dire non. Non, voilà, on va faire un filtre pour les, les gens crimés. Merci, bravo. Il ne nous reste plus qu'un projet, j'ai l'impression, avec Instant. Ouais, on va switcher les ordi. Bon, nous on a fait un peu les lèche-culs parce qu'on a fait la présentation. Voilà, donc on espère avoir une bonne note. Non, tu peux lancer. Tu lances en. Donc on est le 5 avril 2016. Vous ouvrez, voilà, vous êtes sur internet, vous ouvrez un journal et vous voyez une publicité qui vous dit, voilà, Instant, share your life. Alors vous regardez, vous dites, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce produit, vous vous renseignez, vous voyez qu'il y a un site web, il y a des vidéos de présentation en disant, voilà, c'est super, vous allez pouvoir, c'est un produit qu'on lance, vous allez pouvoir avoir une lentille sur les yeux qui va vous permettre voilà, de pouvoir enregistrer votre vie et publier ça sur un réseau social qui s'appelle Instant également. Donc bon, vous dites, ok, pourquoi pas, c'est dans la lignée des Google Glass, etc. Bon alors, bien sûr, il y a... ça s'affiche. Non. Ah non, faut que tu scrolles, hein, je crois. On teste, hein, mais... Donc forcément, ça, voilà, les gens se demandent un petit peu ce qu'il en est. Donc il y a The Guardian qui reprend. Voilà, Instant Corp wants to turn your eyes into a cam. Donc voilà, il y a des débats qui sont lancés sur des journaux, des débats physiques qui sont organisés
à travers le monde là-dessus, hein, donc dire des extrapolations sur éthiquement qu'est-ce que ça peut impliquer de faire ça. Donc ça c'est toute la première partie de ce projet-là. Donc jusque-là, vous dites, vous pouvez participer, vous pouvez donner votre avis là-dessus. Et et puis rapidement, on va dévoiler effectivement la suite du projet et le fait que Instant est en fait une série transmédia d'anticipation avec donc différents supports. Donc In Real Life, donc le lancement du produit et les débats éthiques dont je viens de parler. Le réseau social Instant qui sera complètement fictionnel mais avec des micro-narrations par utilisateur. Donc quelqu'un qui va raconter qu'en tant que journaliste justement il peut enregistrer des choses et récolter des preuves sur des affaires en cours, des gens qui vont faire de la pornographie ou des pères de famille qui vont filmer leurs enfants, etc. Ça peut être plein d'utilisations, mais raconter ces micro-histoires sur ce réseau social. Et puis on est carrément, alors nous on a été dans le modèle économique à Donf, hein, donc on s'est dit l'idéal c'est que ça soit ensuite une série Netflix 13 épisodes avec une vraie narration et un vrai arc narratif qui va être basé sur le personnage principal, autour du personnage principal de héros qui sera quand même plutôt sombre, avec donc le créateur d'Instant qui va au départ devenir du coup très célèbre instantanément, surfer là-dessus, être super populaire et puis commencer à accepter des collaborations avec le gouvernement, avec le fait de pouvoir enregistrer les gens, créer une vidéosurveillance globale de tout le monde et montrer toutes les dérives et la chute ou pas de cet homme. Mais on est sur une série qui peut être en plusieurs saisons, ça dépendra du succès, mais qui est dans l'esprit d'House of Cards, avec en suivant quelqu'un qui va quand même être de pire en pire. Et un dernier slide sur le fait donc d'être vraiment sur une diffusion internationale. Donc pourquoi pas proposer vraiment ce pitch à un showrunner de renommée internationale, hein, non mais chercher des gens international, mais chercher quelqu'un comme Fabrice Gobek sur Les Revenants, le gars qui avait fait Real Humans, sinon au Danemark, je crois, enfin des gens de ce niveau-là, pourquoi pas, pour vraiment écrire cette série, avoir aussi, comme House of Cards, pourquoi pas, des réalisateurs aussi très connus. Et puis bien sûr des contenus qui vont être principalement anglophones, mais on est les débats, tout ce qui se passe in real life, ça peut être des débats qui vont être dans le monde entier, des presses qui vont être dans le monde entier, donc ça va être dans toutes les langues. Tout ce qui est réseau social, on va être sur des contenus vidéo enregistrés dans le monde entier aussi, donc on aura des contenus de différentes langues, mais qui pourront être traduits. Et puis la série, c'est comme n'importe quelle série, disponible dans la langue originale ou traduite derrière. Bon, les gars, si vous voulez ajouter quelque chose, mais n'oubliez pas. Non, mais cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. On a refait le monde aussi sur la production. On a refait le monde de la production mondiale, je pense que c'était intéressant. Non, on est quand même parti du principe que c'est hyper intéressant d'avoir des idées là-dessus et tout, mais à un moment donné, il faut qu'elles s'ancrent dans une réalité. Et ce type de série, ce type de série, elles sont ancrées dans une réalité. Si c'est l'opticien de la Place Royale qui est partenaire des lentilles, machin, bon, ça va être compliqué pour que ça marche quand même. Voilà, donc l'idée c'était de se dire tout de suite, c'est une diffusion qui doit être internationale et mondiale pour qu'on essaye de faire croire que ça peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, on parle des Google Glass, si c'est l'opticien qui sort la lentille de la Place Royale, ça va pas marcher. Donc on s'est dit, pourquoi pas trouver un partenariat avec Philips par exemple, ou une énorme boîte qui sortirait quelque chose qui serait concurrentiel à la Google Glass, et on s'associerait avec Netflix qui s'implante aujourd'hui en Europe. Voilà, donc l'idée c'est peut-être d'aller carrément vers ça ou pas, et de pas le faire à minima et d'essayer de monter quelque chose qui soit là. Donc là, on est parti de ce matin de l'idée et on arrive ce soir là. Je pense que demain, on est sur Mars, quoi. Déjà, ouais. Oui.
alors toute cette phase de buzz et in real life, ça va être voilà, ça va dépendre de. Faut vraiment que la communication de départ avec des fausses pubs, un faux site web, etc. Ça soit de très haut niveau et avec une diffusion mondiale et voilà. Et après, ça peut être une start-up qui est nantaise ou rennaise. On peut dire que c'est ça, mais avec des relations presse. Alors il y a un énorme boulot de communication, mais comme voilà, comme c'est fait sur. Après on parlait de tout ce qui a été fait pour les séries comme True Blood ou voilà, des choses. On peut par exemple faire des lentilles, fabriquer des lentilles objets. Enfin, en plus, ça peut être vraiment des lentilles normales et on s'en fout et on les envoie à 100 blogueurs influence dans le monde et puis on leur dit voilà, avec toute la com sur le produit, et on leur dit connectez-vous sur le réseau social, et puis eux ils vont être les premiers à diffuser ça. Donc faut faire un premier cercle d'influents, de journalistes et de blogueurs influents pour communiquer là-dessus. Donc la première phase, on est vraiment effectivement sur de la communication, et on raconte pas en transmédia on raconte pas une histoire, on crée un univers. Donc là on crée un univers d'anticipation super cohérent à la base. Et puis après, on va commencer à raconter les choses. C'est-à-dire qu'une fois que le réseau social, on dit, bah voilà, il y a des premiers bêta-testeurs, vous pouvez aller voir sur le réseau social, qui vont poster des choses. Et puis là, en fait, c'est des contenus qu'on a gérés, qu'on a créés nous, avec donc toutes ces micro-histoires. Et puis là, les gens commencent à comprendre qu'il s'agit de quelque chose de faux. Et puis on lance. Alors ça sert à la fois de plan marketing au lancement de la série, mais ça va, voilà ce qu'on disait ce matin, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de créer un univers cohérent et d'enrichir la série avec tout cet univers autour. Et après, ça veut dire qu'on peut le déployer. Si la série marche, tu peux faire un jeu vidéo, tu peux faire plein de choses autour de ça, quoi. C'est comme tout, c'est comme Frankenstein, etc. C'est de dire la technologie, c'est très bien dans l'absolu, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Et du coup, une marque, même type Philips, peut être, si tu lui dis, c'est une parabole éthique, d'anticipation éthique pour dire voilà, qu'est-ce qui peut se passer de pire, mais tu peux montrer aussi toutes les choses très bien qui peuvent découler d'une technologie comme ça, mais en faisant une parabole éthique, en montrant ce qui peut être le pire. Après, tu vas pas intéresser les gens en disant voilà, ça va être une solution, tout va bien se passer, mais voilà, c'est forcément une parabole, et ça, du coup, ça intéresse les gens. C'est la même chose que pas mal d'autres histoires. Google Glass, ça a quand même généré un tout petit peu. Même Facebook, ça dépend ce que... Ouais. Facebook, quand tu vois, non mais si tu prends des sujets particuliers, Facebook, quand tu vois le suicide de jeunes parce qu'on a partagé des photos de jeunes filles nues, ou des trucs comme ça, tu te dis c'est pire avec la lentille de contact. Voilà, tu as quand même des choses pires. Donc les parents, tu invites des parents en faisant un débat en disant voilà, si vos enfants vos enfants de 12 ans ont des lentilles de contact comme ça, imaginez les images qu'ils peuvent provoquer. Si elles sont diffusées sans qu'elles le sachent, qu'est-ce que ça va faire? Du coup, tu vas pousser chaque truc. Mais tu t'extrapoles les choses. Si tu sais que tout le temps tout le monde peut enregistrer, plus personne ne va parler sincèrement et être et tu penses quoi de lui? Ouais, je l'adore, et tu essaies de regarder si le gars a une lentille sur lui ou pas. Faut prendre des débats, faut essayer de lancer des perches comme ça, mais quand tu vois tous les débats qu'il y a sur nouvelles technologies, il y en a pas mal. Après, on vise pas non plus un... Oui. Oui, mais quand on lit Philippe Cadic ou tous les livres qu'il a écrits, c'est tout à fait actuel. On est tout à fait dans l'esprit d'Ubik ou d'autres. Non, mais vas-y. Ouais.
Oui, oui. Ça dépend de la durée en fait des différentes phases, mais quand tu vois que les mecs, deux mecs ont fait croire à plein de journalistes qu'il y avait un réseau social pour les mecs bourrés et que l'info a été reprise, ça n'a pas duré longtemps, mais rien que sur un truc comme ça a fonctionné super bien. Tu te dis que potentiellement, surtout si voilà, si tu as des gros partenaires. Non mais ça marche moins. Mais j'ai des débats comme ça rien qu'avec mon père qui dit à chaque fois c'est moi, mais j'ai vu sur internet donc c'est vrai machin. Ah oui les popcorn tu mets 3 portables en cercle, tu mets du maïs au milieu, ça fait du popcorn. J'ai dit bah ouais mais t'es un gros con parce que c'est pas ça c'est une pub, tu t'es fait avoir. Mais si tu dis il y a un moment où il faut arrêter de non mais tu pars du principe de ça et après tout ce qu'il va lire il va le croire donc tu dis c'est quand même ça fonctionne très bien quoi. Et si tu arrives à faire une com qui est justement pas trop non, mais potentiellement, non, c'est on va pas se limiter, de pas le restreindre. Non, non, je pense qu'on se trompe. Le canular, il n'est pas d'ampleur. C'est-à-dire que du coup, si c'est une boîte américaine, si tu fais croire aux Français que c'est une boîte américaine qui le sort, ils vont le croire. Si tu fais croire que. L'idée, elle est là seulement. L'idée, elle est de se dire, c'est un peu nébuleux. C'est-à-dire que du coup, les Américains peuvent croire que ça vient d'Europe. Du coup, que c'est une boîte. Les Français vont croire que ça vient des États-Unis. Ça, c'est l'idée, elle est un peu là, quoi. De créer un peu genre. Ça peut être vrai, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on croit même que Google, ils disent qu'on va mettre notre vie sur un disque dur et qu'après la vie, ça va marcher. Enfin, mais on y croit quand même, c'est 3 lignes sur un truc. 2 jours ou même une journée, on a gagné, quoi. Si tu as plusieurs articles dans le monde et après les débats, tu peux les faire en parallèle avec la série. Tous les débats, tu peux les faire. Tu vas pas faire durer les débats sans dire que c'est vrai pendant 3 plombes. Tous les débats, tu peux dire, voilà, en parallèle avec la série, sur Internet, en parallèle, tu dis, bah voilà, vous parents, si vos enfants ont une lentille comme ça, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez et, Aujourd'hui. Tu vas maintenant courir pour aller chercher, pour rattraper ton train. C'est à 8h. Bon, ça va. Bah voilà. Ainsi se termine ce premier workshop. Je trouve qu'on a bien voyagé. On prépare un événement au mois de novembre avec Stéréolux et le quartier de la création sur un temps plus long. Donc peut-être qu'on ira sur les 48 ou les 56 heures. C'est à voir. En tout cas, c'est pour ça que c'était aussi un test pour nous. Ce qui est déjà, moi, je trouve une réussite, c'est de vous voir aussi nombreux, intéressés et prêts à passer une journée comme ça sur des projets que vous connaissez pas. Voilà. Après, il y a sûrement plein de choses à améliorer. Mike et Benjamin ont 2, 3, 4 coups d'avance sur ce qu'on peut faire, donc on va aussi évidemment se nourrir de leurs expériences. Bah voilà, je voulais vous remercier et puis j'espère qu'on se revoit bientôt et on va tout faire pour que la communauté reste en contact avec tous les outils transmédia qui